Bonjour et bienvenue pour notre magazine bimensuel avec iShares 100% ETF, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Vous le savez, cette émission elle se décompose en deux parties, l'explication d'un terme clé pour l'investissement en général et l'investissement en ETF en particulier. Et aujourd'hui, on va parler d'obligations et puis notre entretien sera consacré à l'investissement durable basé sur les fameux critères ESG pour environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Et on va voir avec notre expert que quête de sens et performance, ce n'est pas forcément incompatible. Pour en parler avec nous, on retrouve Arnaud Gian, directeur iShares France. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors, 100% ETF, vous connaissez le menu, c'est parti. Alors Arnaud, on en a beaucoup des obligations dans la vie, à commencer par celle de se lever le matin pour aller travailler. Alors bon, je plaisante, ce ne sont pas de ce genre d'obligations dont on va parler pour notre mot-clé du jour, mais bien des obligations, ces prêts qui peuvent être faits par une entreprise ou un État. Effectivement, donc une obligation, c'est un titre de créance qui représente un prêt octroyé pour une entreprise ou un État qui souhaite se financer au travers des marchés de capitaux. Donc dans ce schéma-là, il y a en général deux attributs. Le premier, c'est effectivement une maturité, donc une date de fin et de remboursement du prêt. Et une deuxième, c'est un niveau d'intérêt défini, fixe ou variable. Maturité, niveau d'intérêt défini, fixe ou variable. Est-ce que vous pourriez, Arnaud, nous expliquer simplement la différence de nature entre une action et une obligation ? Bien sûr, dans le cas d'une action, vous avez un titre de propriété, donc vous êtes copropriétaire, j'ai envie de dire, d'une entreprise donnée, donc bénéficiez à la fois des gains comme des pertes, dans le cadre d'une obligation aussi. Et des dividendes. Ouais. Tout à fait. Dans le cas d'une obligation, vous êtes porteur d'une créance, donc vous allez recevoir le remboursement, ou vous attendez à recevoir le remboursement de ce prêt avec bien sûr les intérêts. Donc titre de propriété d'un côté, titre de créance de l'autre. Arnaud, pour l'investisseur particulier qui nous regarde, qui n'est peut-être pas expert dessus, il y a quand même un jargon propre à l'univers des obligations qui peut être parfois un petit peu cryptique. On parle de high yield pour le haut rendement, d'investment grade. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a tout simplement un moyen d'apprécier la qualité d'une obligation? Parce que moi, si je fais un prêt à un ami, j'ai envie qu'il le rembourse et j'imagine que c'est la même chose quand on est investisseur. Tout à fait, c'est exactement le même schéma. Lorsque vous contractez un prêt auprès de votre banque, celle-ci va établir une analyse de votre solvabilité. Dans le cadre des marchés de capitaux, il y a des organismes qui procèdent à ces mêmes analyses, mais dans le cadre d'entreprises ou d'États, et qui permettent de fournir ces analyses au travers de notations. Donc de A à D, A étant la meilleure et même triple A dans le jargon étant la meilleure. Effectivement, il y a trois organismes qui sont plutôt réputés et qui vont permettre aux investisseurs de comprendre les risques de l'entreprise au travers de ces notations. On rappelle peut-être rapidement, très rapidement, ces deux notions qu'on retrouve souvent de high yield et investment grade. Effectivement, le investment grade, c'est entreprise de qualité dans lequel la notation est élevée et donc avec un taux d'intérêt qui est en général demandé plus faible que la partie haut rendement, donc high yield, dans lesquelles les notations sont plus basses et dans lequel les investisseurs demandent davantage de rémunération. Voilà. Merci Arnaud pour cette explication que je note. Voilà, triple A. Tout de suite, on parle ESG et performance dans 100% ETF. ESG. Je pense que les investisseurs ne savent pas forcément encore expliquer la signification de ces trois lettres, mais vous en avez forcément entendu parler, tant ce sigle est devenu indissociable, je pense, de l'univers de l'investissement depuis 3-4 ans. Donc on le répète, pour ne laisser personne de côté, les critères ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, et c'est à travers eux une façon d'apprécier le caractère durable, responsable, pourrait-on dire, de mon investissement. Mais je pense que vous, là, de l'autre côté de l'écran, vous posez la même question que moi. Au-delà d'apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de pousser ce monde dans le bon sens, y a-t-il d'autres intérêts pour moi, épargnant, de m'engager dans cette démarche d'investissement, Arnaud? Oui, tout à fait. Au-delà de l'acte citoyen, ne pas considérer ces critères importants dans l'investissement serait porter un risque à l'investisseur.
En fait, les attributs ESG permettent d'ajouter de la résilience au portefeuille. Effectivement, on a un certain nombre de risques dans cette transition vers la durabilité, le risque physique, le risque sociétal et de transition, qui accompagneront les entreprises qui sont les mieux préparées vers cette transition et qui bénéficieront et celles qui seront pénalisées par cette transition. Parce qu'elles n'ont pas su l'accompagner. Arnaud, quand je vous écoute, on dit ESG, mais on parle quand même beaucoup énergie renouvelable, transition climatique, décarbonation. Elles sont aussi importantes, les lettres S et G, dont j'ai l'impression qu'on parle moins un petit peu. Alors on en parle moins, certes, parce que la partie environnementale et climatique nous impacte davantage, et c'est beaucoup plus tangible et visible. On est dans le dur déjà. Ça nous impacte déjà au quotidien, j'ai envie de dire, mais elles sont extrêmement importantes pour l'investisseur, cette partie S et G, notamment la gouvernance. On a énormément de cas d'entreprises qui ne sont pas bien gérés et qui ont vu effectivement leur cours de bourse s'effondrer. Après cela, on a le cas de Theranos, qui est une start-up américaine dont la valorisation, exactement, dans la santé, dont la valorisation est montée jusqu'à 9 milliards et qui s'est effondrée pour des cas de problématiques de gouvernance. On rappelle quand même cette histoire incroyable d'une machine miracle qui en fait n'existait pas, c'était une machine fantôme. Exactement, avec beaucoup de l'heure derrière. Et vous avez effectivement sur la partie droit du travail, on part énormément de la marque employeur. Vous en parlez régulièrement. Et effectivement, ces actifs intangibles qui aujourd'hui ont énormément d'importance en termes de valorisation. Si on n'arrive pas à attirer les meilleurs talents ou les retenir, on aura forcément des problèmes dans la durée. Donc c'est-à-dire intégrer à côté de mes critères financiers traditionnels de plus en plus ces critères extra-financiers à même hauteur d'importance quand je vous écoute. Oui, tout à fait. C'est en tout cas les combiner dans ces choix de sélection. Bon, j'ai bien compris. Pour rendre mon portefeuille plus résilient, forcément, j'ai envie de savoir si ça peut aussi le rendre, allez, on va dire, plus performant ou à défaut au moins aussi performant qu'un portefeuille qui serait construit, on va dire, de façon traditionnelle. Oui, tout à fait. C'est le deuxième élément, c'est que c'est un moteur de performance. Lorsqu'on regarde effectivement les dernières années, notamment la crise du Covid, donc autour de ce mois de mars 2020, on avait 91% des indices durables qui ont surperformé leur équivalent. Quand on regarde l'année au global 2020, on est sur des niveaux de 80%. Donc on a vraiment ce facteur qui a porté une performance supplémentaire. On est dans la configuration où, encore une fois, les entreprises qui accompagnent cette transition vont bénéficier de l'accroissement du produit intérieur brut qui va être en conséquence de cette transition énergétique. On est probablement dans un contexte où on n'arrive pas à évaluer son potentiel. BlackRock fait partie de ceux qui ont estimé un accroissement du produit intérieur brut de 25% à horizon 2040 grâce à cette transition énergétique. Justement, je crois que chez BlackRock, vous avez fait de cette durabilité une nouvelle norme, même dans votre approche des choses. Oui, effectivement, lorsqu'on est dans une construction de nouveaux produits et de nouveaux ETF sur des indices, on a effectivement ces critères qui sont intégrés dans la plupart des nouveaux lancements. Alors, on le sait, de plus en plus de sociétés de gestion ont pris le pas. Il y a aussi l'importance, on l'a vu chez vous, BlackRock. Mais question, est-ce que les investisseurs suivent justement cette tendance ? Oui, tout à fait. Alors, la demande est là. Donc, la demande théorique, on arrive à la mesurer un petit peu grâce à des sondages. Les derniers sondages IFOP annonçaient 6 Français sur 10 qui accorderaient de l'importance à ces critères de durabilité dans leur investissement. On est même au-delà de 70% dans le cadre de la partie climatique et de la lutte contre la pollution. Et quand on regarde la collecte, donc c'est-à-dire les flux qui sont venus se positionner sur ces ETF ESG, on est effectivement dans des flux très très importants. Quand on regarde 2021, à la mi-parcours 2021, on avait déjà 80% de la collecte de 2020, qui était déjà une collecte très très forte. Donc on est vraiment sur cet engouement et on a vu sur un an se multiplier par 3 les encours sous gestion
de la catégorie ESG des ETF. Bon, alors justement, nous, on est dans 100% ETF, on a envie de savoir comment on passe à l'action, à l'ETF, si je puis dire. Est-ce qu'on peut investir durablement avec les ETF ? Bien sûr. Au même titre que les fonds d'investissement ont commencé à intégrer les critères extra-financiers, nous avons collaboré avec des fournisseurs d'indices pour créer effectivement des nouveaux indices qui intègrent ces critères. Et on travaille avec des sociétés comme MSCI ou S&P qui eux-mêmes intègrent de la recherche sur ces critères ESG et les plus grands centres de recherche dans le monde. Donc eux établissent les indices sur lesquels nos ETF peuvent s'indexer. Forcément, moi, à ce stade-là, j'ai envie de quelques exemples de ces ETF ESG, des thématiques qu'ils recouvrent. Et on rappelle à chaque fois que ce sont des exemples destinés à illustrer nos propos. Chaque investisseur il devra ensuite faire son choix en fonction de ses connaissances, bien sûr, du niveau de risque qu'il est prêt à prendre et de son espérance de rendement. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces ETF ESG, Arnaud ? Bien sûr, on a une liste qui couvre différentes classes d'actifs. Donc, quand on entend par classe d'actifs, c'est la partie obligataire ou la partie action, et avec un découpage dans le monde, avec des zones géographiques. Vous avez le cadre d'une gamme chez nous et qui est disponible sur Boursorama, qui est 100% labellisée ISR et qui intègre les critères extra-financiers avec une stratégie de sélection très stricte. Vous allez retrouver des indices monde, des indices Europe, des indices Japon, US, et également, bien sûr, je l'évoquais sur l'obligataire, une partie à haut rendement et une partie de qualité investment grade. Et voilà, c'est comme ça qu'on recoupe l'air de rien avec la première partie de notre émission. Et je rappelle que pour les clients de Boursorama, ces ETF, ESG et les autres, en tout cas s'ils sont iShares, sont accessibles pour 0 € de frais de courtage. Merci Arnaud pour avoir expliqué pour nous qu'on pouvait finalement concilier des placements qui ont du sens sans renoncer à une attente de performance. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt.